Bonjour, tu es sur City Animal, une chaîne dédiée à te guider dans le merveilleux monde des animaux. Pour en apprendre davantage sur les animaux, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Et pour cette occasion, nous avons ce documentaire sur les élans, ces herbivores à la tête très curieuse. Alors, apprenons à leur sujet. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, car on nous a dit et montré que les élans vivent au Canada, ils vivent en réalité dans différentes parties du monde, couvrant toute la portion nord de l'hémisphère. Ils évitent la zone arctique, c'est-à-dire le pôle Nord, mais on les trouve aux États-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves et en Russie. Dans ce dernier pays, ils occupent presque toute la Sibérie, dans des forêts boréales proches de points d'eau, raison pour laquelle ils n'atteignent pas le pôle Nord, en raison de la disponibilité de nourriture. C'est un lieu avec une saisonnalité très marquée. Pendant les périodes chaudes, les températures peuvent atteindre 27 degrés Celsius, tandis qu'en hiver, elles descendent en dessous de -5 degrés. Ils vivent du niveau de la mer jusqu'à une altitude de 3000 mètres. Ces espèces forment leur propre genre en raison de leur très évident. On leur connaît 8 sous-espèces, divisées principalement par région. Cet animal a de nombreux mérites en ce qui concerne sa taille. Pour commencer, c'est le cerf le plus grand du monde, c'est l'animal terrestre le plus grand du continent américain, d'Europe et de Russie. La longueur de son corps va de 2,3 à 3,1 mètres, sa hauteur au garrot est de 2 mètres et son poids moyen est de 270 à 600 kg. Cela dépend beaucoup de la sous-espèce. Il a également le titre de posséder les plus grands bois du monde. Ceux-ci mesurent environ 2 mètres et pèsent 30 kg. Son pelage est généralement dominé par un brun foncé, pouvant varier du gris au noir, mais toujours terne, et même une couleur brique. Il a un pelage long, car chaque brin de poil mesure environ 15 à 25 cm. Il peut avoir des parties sur le dos ou la tête un peu plus claires, tandis que ses bois sont d'une couleur plus pâle. Mais ceux-ci changent de teinte selon la saison. Quand ils poussent, ils ont un velours, et lorsqu'ils vont les perdre, leurs revêtements tombent et on les voit plus blancs avec des tons d'os. Leurs têtes sont particulières et reconnaissables entre toutes. Leur museau est très allongé et carré, avec des babines qui descendent jusqu'à la limite de leur cavité buccale, lesquelles sont très épaisses à cause du muscle qu'elles contiennent. De plus, leur nez n'a pas la peau nue. À la place, leur museau est couvert de petits poils. Leurs larges narines ovales rendent leur profil rostral inconfondible. Leurs bois sont également uniques. Ils forment une sorte de palette ou de panier à la base, et les portions distales forment des ramifications. Cela leur donne un meilleur soutien étant donné leur longueur. Ils ont de grandes oreilles semi-circulaires avec une pointe dans la région supérieure, lesquelles passent inaperçues à cause de la taille et de la palette de leur bois. Sous leur cou, ils ont une peau pendante appelée cloche, qui forme un triangle très particulier. Ils présentent également une bosse sur le dos au niveau du garrot. Elle n'est pas très proéminente mais leur sert de réserve de graisse pour les périodes de disette. Leurs corps sont musclés et se terminent par une toute petite queue, surtout pour un herbivore, car elle ne mesure qu'environ 6 cm, constituant une prolongation plus vestigiale. Leurs pattes extrêmement longues sont soutenues par leurs sabots. Ce sont des artiodactyles digitigrades, car ils se soutiennent sur le bout de leurs doigts. Ils ont 4 doigts, dont 2 sont recouverts de kératine. Ces sabots sont très larges et courbes, ce qui les aide à marcher dans la neige pour ne pas s'enfoncer complètement et les aide aussi à nager. Les 2 autres doigts, qui sont des ergots et ne touchent pas le sol, n'ont pas d'ongles. Leur dimorphisme sexuel est centré sur la taille. Les mâles sont 40% plus grands. De plus, les femelles n'ont pas de bois, tandis que les mâles les perdent selon la saison de reproduction, sans compter leur cloche proéminente. Mais il suffit de voir leur ramure pour déterminer leur sexe. Bien qu'ils soient herbivores et que beaucoup d'herbivores forment de grands groupes sociaux pour se protéger, les élans forment de petits troupeaux, voire deviennent solitaires. Cela peut être dû aux prédateurs, ils ne sont pas très nombreux, et ceux qui représentent un danger sont pour la plupart solitaires. En raison de leur taille, très peu d'animaux peuvent leur faire face. Il est donc courant de ne voir des groupes que lorsqu'ils se nourrissent et se croisent accidentellement au même endroit, pendant la saison de reproduction, ou une mère avec ses petits. Ce sont des animaux diurnes qui occupent leur journée à se déplacer vers de nouveaux endroits, se nourrir, fuir ou combattre des prédateurs, et s'allonger au sol pour ruminer. Malgré leur apparence qui peut nous faire croire qu'ils sont maladroits et un peu stupides, à cause du profil de leur rostral, ils sont très rapides. Ils peuvent courir jusqu'à 56 km/h et nager sur de grandes distances. Ils ne traversent pas seulement les rivières et les lacs, mais peuvent aussi se déplacer dans des portions de mer, nageant très bien en surface jusqu'à 20 km/h.
Ces mouvements ont lieu lorsqu'ils migrent à l'approche de l'hiver, se positionnant dans des endroits offrant une meilleure disponibilité de ressources. Cet événement dépend toutefois beaucoup de la région où ils se trouvent. Ceux qui effectuent ces migrations peuvent parcourir jusqu'à 300 km. Lorsqu'ils restent longtemps dans un endroit, ils en font leur territoire. Malgré cela, ils sont assez tolérants avec leurs congénères et permettent généralement à d'autres de s'introduire sans déclencher de combat. Ils se positionnent près des points d'eau et leur territoire s'étend de 3,8 à 92 km² qu'ils délimitent avec leur déjection ou en frottant l'écorce des arbres avec leur bois. Comme je l'ai dit, ils ne sont pas agressifs entre eux, mais ils sont très dangereux pour d'autres espèces. En fait, de nombreuses personnes sont mortes à cause d'eux, car en identifiant un intrus, ils n'hésitent pas à l'attaquer. Étant des animaux proies, ils se défendent à la moindre contrariété. Ils deviennent même un risque en entrant dans les maisons des gens, car lorsqu'on essaie de les faire sortir, ils réagissent en chargeant et en donnant des coups de pied. Ces spécimens ont un très bon odorat et une très bonne ouïe, les sens principaux qui leur permettent d'obtenir des informations de l'extérieur. En fait, leurs oreilles dressées sont très mobiles et ils peuvent les tourner jusqu'à pointer vers la nuque, mais ils vocalisent rarement pour communiquer entre eux. Leur nez a la capacité d'identifier des odeurs jusqu'à 3 km de distance, mais leur vision n'est pas très bonne. Cela est dû à la densité de la forêt, si bien que les dangers peuvent facilement se perdre dans l'épaisseur de la végétation. Cependant, comme leurs autres sens sont beaucoup plus développés, cela ne les gêne pas. Comme leur apparence l'indique, ils sont herbivores, mais ils ont une très grande prédilection pour les branches et les feuilles des arbres, qui représentent plus de 60% de leur régime alimentaire. Ils mangent de l'herbe et du fourrage, et dans une moindre mesure des fruits. Ils peuvent consommer ce régime très fibreux parce qu'ils sont ruminants et possèdent une structure gastrique appelée rumen, qui leur permet de stocker la nourriture. Les bactéries qui y vivent comme microbiote naturel commencent à dégrader ce qu'ils consomment. En fait, ils passent beaucoup de temps à se reposer au sol, car ils régurgitent et ruminent, ce qui permet à la nourriture d'atteindre une taille optimale pour être décomposée plus facilement et d'obtenir davantage de nutriments. Malgré cela, leur régime leur apporte très peu d'énergie, ils ont donc besoin de manger de grandes quantités. Ils consomment jusqu'à 20 kg par jour. Ces mammifères ont une saison de rut, qui a lieu de septembre à octobre. Cela est dû à la disponibilité de la nourriture, afin qu'au moment le plus avancé de la gestation, les femelles aient suffisamment à manger. Ce sont des animaux polygynes. Les mâles sont attirés par les femelles grâce à l'odeur. Cela peut attirer différents mâles, et c'est le moment où ils deviennent agressifs et se battent entre eux, se frappant avec leur bois pour désigner le gagnant. Ce sont les plus grands qui ont le plus de chances de se reproduire. Le vainqueur gagne le droit de s'accoupler et protège la femelle pendant l'accouplement. En général, les couples sont formés de congénères vivant à proximité les uns des autres, et ils s'accouplent entre eux. Ensuite, le mâle laisse la femelle seule et cherche une autre partenaire. Après la saison de reproduction, les bois des mâles tombent et repousseront au printemps. Les femelles ont une gestation de 231 jours, soit 8 mois. Elles cherchent un endroit sûr et isolé pour mettre bas. En général, un seul petit naît, mais les naissances gémellaires sont fréquentes. Ceux-ci naissent avec un poids de 16 kg et sont déjà développés. En fait, ils se déplacent avec beaucoup d'aisance en moins d'un jour. Ils sont allaités et grandissent en moyenne d'1 kg par jour. Les mères deviennent alors plus prudentes et prennent bien soin de leur descendance. Elles restent davantage allaitables pour les protéger jusqu'au sevrage, qui a lieu à l'âge de 5 mois. Les petits resteront avec la mère un certain temps, mais ils s'aventureront à se déplacer davantage sur le territoire, commençant à brouter et à manger des branches, pour devenir indépendants à l'âge d'1 an. Ils chercheront alors leur propre territoire. La maturité sexuelle survient entre 1 an et demi et 2 ans chez les femelles, et entre 2 et 5 ans chez les mâles, mais ils ne pourront pas se reproduire en raison de la forte compétition. Leur ramure atteindra sa taille maximale entre 5 et 12 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est de 8 à 12 ans. Ils ont de nombreux prédateurs selon la région. En Russie, le tigre de Sibérie. En Amérique, l'ours brun. En mer, ils peuvent être dévorés par des orques. Mais leur plus grand danger vient des meutes de loups qui peuvent les harceler jusqu'à les tuer. Ils n'ont pas beaucoup de prédateurs, mais ceux qu'ils ont se situent au sommet de la chaîne alimentaire. En captivité, ils vivent jusqu'à 22 ans. Ils sont présents dans les eaux et s'adaptent très bien. On les élève également dans des fermes à différentes fins, de la consommation à l'artisanat avec leur bois. Ils ne sont pas affectés par le prélèvement des bois, car ils les perdent chaque année.
Cette espèce est classée dans la catégorie préoccupation mineure. Cela est dû au fait qu'ils sont assez abondants. Dans certains endroits, leur population a diminué, mais globalement elle est stable et ils parviennent à augmenter leurs effectifs. Cependant, ils n'échappent pas à certains problèmes. Le principal est la transformation de leur habitat, ce qui limite fortement les endroits où ils peuvent se nourrir et les oblige à s'aventurer dans les zones urbanisées, ce qui augmente les rencontres avec les humains. Ces rencontres provoquent des accidents et des morts causés par ces animaux. En construisant des routes près de leurs habitats, ils les traversent et provoquent des collisions, ce qui entraîne une tragédie tant pour le conducteur que pour l'animal. Outre la perte de vie, qui a une valeur inestimable, ces accidents ont un coût économique élevé, dommages aux véhicules, construction, paiement des assurances. Dans ce cas, l'idéal est que, lorsqu'on traverse ces régions, on conduise prudemment afin qu'en cas de traversée d'un animal, il n'y ait pas de collision. Ils sont aussi chassés, mais cela se fait davantage dans le cadre d'études et de permis. Cela permet aux gens d'obtenir de la viande, un trophée, mais en même temps cela permet aux jeunes de se reproduire et d'ouvrir le spectre génétique tout en limitant leur population, car ces animaux peuvent avoir un coût élevé pour les jeunes arbres. Leur rôle dans l'écosystème est d'être des proies pour certains prédateurs, ils limitent le feuillage et élaguent les branches. Leur chasse génère des revenus importants qui permettent d'entretenir les zones boisées et leur population. Leurs excréments servent d'engrais car ils en produisent de grandes quantités. Ils sont très importants pour le tourisme, ce qui fait d'eux une icône du Canada, générant des retombées économiques significatives. C'est aussi un cas évolutif curieux car il existe beaucoup de controverses pour savoir s'il s'agit d'espèces distinctes ou si tous appartiennent au même groupe et ne varient que par leur région et leur lignée. Bien qu'il soit une icône du Canada, l'élan est largement distribué sur la planète. C'est un animal qui plaît à beaucoup, il a son degré d'importance en raison de son énorme taille. Mais il ne faut pas oublier qu'il est dangereux, car son apparence peut indiquer tout le contraire, avec une ramure unique et un profil rostral qui le rendent inconfondable. Voilà ce que sont les élans. Je t'invite à t'abonner, car ainsi tu pourras en apprendre davantage sur les animaux. On se voit dans une prochaine vidéo.